Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel update lecture qui est l'update lecture de la dernière semaine de mai. J'ai donc lu 3 livres, enfin 3 livres et demi parce que j'en ai commencé un sur le dimanche. J'ai pas énormément lu, j'ai pas trop pu faire de dimanche graphique parce que ma semaine a été un petit peu bouleversée par des événements familiaux. Mais voilà, j'ai quand même lu 3 livres, c'est pas si mal et j'ai fait majoritairement de bonnes lectures. Le premier livre que j'ai lu, c'est La Parade des enfants perdus de Pam Djenoff aux éditions Michel Lafon. Ce livre a été une grosse déception. En gros, sur la quatrième de couverture, on nous parle d'une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va réunir deux personnages qui n'ont rien à voir. Noah, qui a, il me semble, 17 ans, 16 ans, qui en fait a fui son pays natal, donc la Hollande, parce que ses parents l'ont virée de chez elle. Elle était tombée enceinte d'un officier allemand. Elle a dû abandonner son bébé à un truc un peu bizarre pour les Ariens et on se rend compte qu'elle est un petit peu paumée dans sa vie. Elle va retrouver un poste en fait en Allemagne dans une vieille gare et un jour un train arrive avec des bébés juifs à l'intérieur. La plupart sont morts de froid. Il en reste un, elle le choisit et ce sera Théo et elle va le faire passer pour son petit frère. À côté de ça, on suit Ingrid, qui est d'une famille de cirque itinérant, qui va rencontrer le grand amour avec un officier allemand avant la guerre. Sauf que elle est juive et au moment où le Troisième Reich arrive, eh bien, il est obligé de divorcer parce qu'elle est juive. Donc elle est absolument brisée. Elle retourne dans sa ville d'enfance pour rejoindre le cirque et sa famille. Sauf que sa famille a disparu et donc elle va se réfugier dans le cirque, on va dire, concurrents, mais avec qui ils ont toujours entretenu de bons rapports, et va reprendre son activité de voltigeuse. Noah, qui s'est enfui de la gare avec le bébé, fait un malaise au milieu de la forêt enneigée et se fait retrouver par l'équipe du cirque. Et donc le deal pour qu'elle reste et qu'elle soit cachée, c'est qu'elle travaille dans le cirque et qu'elle fasse équipe avec Ingrid, devenue Astrid pour couverture, dans le spectacle de voltigeurs. Sur le coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir le milieu du cirque pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose que j'ai rarement lu parce que la plupart du temps, c'est toujours le libraire d'Auschwitz, le bibliothécaire, l'écrivain, le violoniste, le fabricant de poupées. C'est toujours un peu la même chose et je trouvais assez intéressant cette fois-ci que ça se passe dans un milieu un peu marginal, celui du cirque. Et je me suis dit, bah voilà, que ça serait peut-être sympa, qu'il y aurait une vraie plongée dans cet univers, dans ce domaine. Voilà, je pensais que ça pourrait être cool. Il faut savoir que le livre, il est très court. Je crois qu'il fait à peine 300 pages. Et j'ai pas saisi. J'ai pas saisi ce qu'on voulait faire passer. Les personnages sont très plats. Les histoires sont très plates. Les intrigues sont très plates. En gros, on a Ingrid qui stresse en permanence parce qu'elle se dit merde, je vais me faire choper parce qu'il y a de plus en plus de contrôle allemand. À côté de ça, elle s'engage dans une nouvelle relation avec un clown du cirque qui fait des spectacles en fait contre le régime nazi. Donc c'est un petit peu tendu. Donc on se dit bon bah il va se passer quand même quelque chose. On va peut-être étudier d'une certaine manière le point de vue des caricaturistes, des gens qui dénonçaient, d'une forme de satire. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être très intéressant d'aborder la critique du régime par l'art et par l'art du cirque dans ce cas précis. Sauf qu'il n'y a rien eu, voilà, c'est des choses qui sont énoncées aussi simplement que je le fais devant vous et ça n'était pas du tout abouti. Je pensais également qu'il y aurait une forme de complexité dans la relation de confiance à naître entre Noah et Ingrid puisqu'elles doivent se faire confiance. Elles placent leur vie dans les mains l'une de l'autre dans un spectacle de voltigeuse. C'était plat, c'était pas du tout abouti. Ensuite, Noah, elle a fait une connerie la première fois avec un Allemand qui l'a mis enceinte et elle a dû abandonner le bébé. On a l'impression qu'elle a rien compris puisqu'elle s'apprête à faire une bêtise similaire, mettre en danger tout le monde. Alors je suis la première à dire que dans un roman, les personnages ont besoin de passer par des phases d'apprentissage. Bah alors là, le truc est assez énorme. Enfin, j'ai pas compris. Tout était hyper superficiel. Que ce soit sur l'aspect historique, que ce soit sur l'aspect psychologique. J'ai pas compris, surtout que cette auteure est quand même plutôt encensée. Elle a bossé au Pentagone, je crois qu'elle a fait des grandes études d'histoire. Enfin, 300 pages pour ça. Alors moi j'ai
j'ai une épreuve non corrigée. J'imagine que la version officielle n'a pas rajouté 200 pages d'explications, d'approfondissement et de tous ces détails qui étaient nécessaires. Pour moi, c'est vraiment une grosse déception. J'ai pas compris ce roman. Pour moi, trop en légèreté, trop en superficialité. Je sais pas à quoi il sert. Alors, je ne dis pas que le rôle de la littérature est forcément d'instruire, mais s'il ne joue même pas son rôle de divertissement parce qu'on va de manière beaucoup trop légère dans les intrigues, dans les rebondissements, je vois pas trop en fait, parce que il me reste rien, je suis imprégnée de rien. Je ne suis pas imprégnée de la psychologie des personnages, je ne suis pas imprégnée de leur histoire personnelle, je ne suis pas imprégnée de l'histoire, je ne suis pas imprégnée du domaine du cirque. Je comprends pas. En fait, il ne me laisse rien ce livre et voilà, pour moi c'était une grosse déception parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Agatha Raisin, donc La Quiche Fatale, par MC Beaton aux éditions Albin Michel. Un cozy murder frais, rigolo. Si vous aimez l'humour anglais, si vous avez envie d'une lecture légère, d'un crime pas trop sanguinolent et plutôt divertissant, ce livre est fait pour vous. Dans cette histoire, on va suivre Agatha Raisin qui a la cinquantaine et qui a fait fortune dans une boîte à Londres de relations publiques. Elle doit prendre sa retraite, elle a trouvé un bon deal pour vendre sa boîte, donc elle décide de partir au fin fond de la campagne anglaise, s'acheter un petit cottage pour se reposer. Sauf que quand on a été hyper active une bonne partie de sa vie, se retrouver dans un cottage anglais où les gens sont enfermés chez eux, qu'il n'y a pas d'activité et qu'en plus de ça elle se rend compte qu'elle n'avait pas vraiment d'amis pendant sa carrière, le décalage est un peu dur à supporter. Parce qu'Agatha a un caractère assez conquérant et carriériste, elle décide de s'illustrer dans le fameux concours de la quiche, qui est le concours du village. Son objectif, c'est de le gagner pour pouvoir se faire connaître auprès des villageois et gagner une popularité. Sauf qu'Agatha n'a jamais cuisiné, elle décide donc d'aller à Londres à la quicherie, son endroit préféré, pour acheter une quiche aux épinards et la servir au concours. En plus d'être de la triche, ça va aussi être un homicide, puisque la quiche est empoisonnée et va tuer le jury du concours. Vous aurez donc compris qu'Agatha Raisin va se transformer en Agatha Christie pour résoudre ce crime qui, en plus de ça, a totalement annihilé toutes ses chances d'être appréciée par le village. La résolution du crime et l'enquête ne sont pas, à proprement parler, du génie du polar ou du policier. Ça reste du pur divertissement à lire sur la plage. C'est ce qu'on appelle le cozy murder, donc ces résolutions d'enquête avec l'humour anglais un petit peu absurde, un petit peu cocasse. C'est surtout un roman d'ambiance en fait, dans ce petit cottage avec les couvre-lits en Liberty, les odeurs de scones et de thé chaud. C'est quand même une lecture légère, voilà, c'est pas le policier du siècle, c'est peut-être même pas le cozy murder du siècle, mais j'ai passé un super moment de lecture. C'est des livres qui sont sortis depuis un petit moment, donc vous pouvez les retrouver en occasion pas très cher, et c'est un bon divertissement à lire au bord de la piscine. Moi je me suis bien amusée, voilà, c'était pas le livre du siècle, ce n'était pas l'enquête du siècle, mais c'était rigolo. Alors j'ai vu que pour certaines personnes, le caractère d'Agatha Raisin ne l'avait pas fait. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez rigolo d'avoir cette femme hyper active, quinca, qui a bien réussi sa vie, qui faisait un petit peu peur, cette espèce de Miranda Priestly des relations publiques, et qui se retrouve en fait dans ce cottage, on sait même pas pourquoi elle a pris cette décision, un petit peu trop spontanée, sans amis, sans vraiment passe-temps parce que ça devait être une putain de workaholic, et elle se retrouve un peu paumée et se dit je vais faire des quiches, du thé et acheter un nain de jardin pour mon jardin. Donc ça fait quand même des petites anecdotes assez rigolotes. Voilà, c'était un bon moment. Je crois qu'il y a une quinzaine de tomes qui sont déjà sortis. Alors moi, comme je vous avais expliqué, j'en ai 4 dans ma palle parce que je les avais trouvés d'occasion à Emmaüs. Donc je pense que je lirai les 4. Si de temps en temps, je vois un autre tome pas très cher, voilà, je le prendrai, hein. Mes tomes à Emmaüs, je les avais trouvés à 50 centimes. Donc ça valait pas le coup de me priver. Mais voilà, je les achèterai pas plein pot et je pense pas à lire les 15. Mais franchement, là, pour la période, pour bronzer un petit coup, se détendre, c'est une lecture en plus de ça qui est très rapide, donc je vous la conseille. On termine par ma lecture favorite de cette semaine, qui est un nouveau livre de Delphine de Vigan que je n'avais pas encore découvert.
d'après une histoire vraie aux éditions JC Lattès. Ce roman, c'est la suite chronologique de Rien ne s'oppose à la nuit. Je pense que vous avez dû effectivement entendre parler de ce livre qui, il me semble, a été le concours des lycéens, qui a connu un succès monstre et qui a vraiment fait exploser la carrière de Delphine de Vigan. Pour mémoire, dans ce roman, on abordait la folie de sa mère ainsi que son suicide. Donc c'est comme une enquête un petit peu personnelle, farfouillant dans les secrets de famille et les bribes d'histoire qui revenaient petit à petit, où elle découvre comment sa mère a sombré, ce qui s'est passé dans son propre passif familial pour qu'elle en arrive à se suicider, malgré ses efforts pour essayer de se reconstruire, pour essayer de se donner à ses filles, etc. C'était donc un roman très lourd, très puissant, très beau également, avec un aspect psychologique très fort qui personnellement m'avait bouleversée. D'après une histoire vraie, c'est la suite, les conséquences, presque les séquelles de ce roman qui l'a fait connaître, mais qui a aussi bouleversé beaucoup de choses dans sa vie. Elle va aborder la difficulté qu'elle a eue à gérer cette notoriété, cette impression d'étouffer sous le poids des demandes d'interviews, des demandes de chroniques, des demandes de conférences, d'invitations au salon du livre, à aller voir les lycéens, puisqu'elle avait fait partie du prix Goncourt des lycéens, de donner voilà, des débats, de participer à des grandes séances de dédicaces. Elle explique d'ailleurs cette anecdote quand elle était au salon du livre, qu'elle avait passé des heures et des heures et des heures à signer des livres et qu'une femme en fait l'alpague ensuite dans le salon pour lui demander de lui signer. Elle refuse parce qu'elle se dit ça va amener d'autres gens et elle s'en veut. Donc on sent qu'elle est absolument perdue dans cette notoriété, qu'elle étouffe mais qu'elle culpabilise en même temps d'étouffer. Et puis on va suivre aussi sa difficulté à réécrire. Après un tel succès, on attend de vous que le roman soit encore meilleur. Comment on fait? Comment on se détache d'un roman aussi puissant qui nous a autant impacté en tant qu'auteur? Donc ça parle de ça, sa peur de la page blanche et la page blanche elle-même, son impossibilité d'écrire quoi que ce soit un post-it, un message, un mail, elle fait un gros blocage. Et donc pendant cette période de sa vie, elle va rencontrer elle, dont on ne connaît que l'initiale, à une soirée lors de laquelle elle va livre en elle, comme dans un livre ouvert, découvrir ce qu'elle ressent. Delphine va vraiment avoir l'impression d'être comprise et va se nouer une amitié entre les deux femmes. Elle est un nègre de la littérature, c'est-à-dire qu'elle décrit à la place de certains artistes, certains acteurs, voilà. Quand des fois il y a des livres qui sortent sur la vie d'un artiste ou d'un acteur signé sous leur nom, d'une personnalité publique, souvent c'est un nègre qui l'a écrit et en fait il donne le texte et l'acteur ou la personne signe de son nom. On se rend compte petit à petit qu'une relation assez malsaine est en train de s'installer entre les deux femmes, notamment par rapport au prochain livre de Delphine. On se rend compte qu'elle est très intéressée par la rédaction de ce nouveau livre et qu'elle essaye de l'amener vers une direction qu'elle a choisie elle et qui n'est pas forcément celle de Delphine. En tant que lecteur, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, qu'on fait un bond dans le passé pour raconter les débuts, l'origine et l'état psychologique de Delphine au début en fait de leur amitié et on sent que la fin va être un petit peu tragique. Très vite on comprend qu'elle veut s'occuper de tout dans la vie de Delphine, qu'elle veut l'isoler de ses proches et qu'elle veut absolument qu'elle écrive quelque chose en particulier. Et c'est là un des points assez intéressants du roman, c'est est-ce qu'un auteur doit parler de fiction ou est-ce que ce qui intéresse seulement les lecteurs en ce moment, c'est la réalité? Donc c'est un point très présent dans le roman, ces débats autour de la fiction et de la réalité. Qu'est-ce qui intéresse? Est-ce que désormais c'est l'hyper-réalisme des histoires, d'après une histoire vraie, d'après des faits réels? Ou est-ce que c'est une histoire qui est romancée? Delphine pense que c'est la dernière option, mais elle essaye de la convaincre qu'il faut qu'elle continue d'écrire ce livre fantôme qui est en elle et qui parle de sa propre vie. On assiste à la descente progressive de Delphine dans l'étreinte de la dépression et on comprend que niveau santé mentale, ça ne va plus du tout, jusqu'à ce que le lecteur finisse par douter de l'existence de elle. J'ai trouvé que c'était un roman passionnant. Il a eu des critiques assez mauvaises suite à Rien ne s'oppose à la nuit, mais pour moi, les deux forment un couple explosif, magnifique, qui explique beaucoup de la psychologie de l'auteur, de l'écrivain et de Delphine elle-même. À nouveau, quelle est la place de la fiction dans ce roman? Quelle est la place de la réalité? J'en sais rien.
on peut avoir son idée, on peut ne pas l'avoir, mais j'ai trouvé que le roman était très intéressant et en fait, entre chaque chapitre, on a une petite citation de Misery de Stephen King, qui est un roman à suspense dans lequel une femme fan d'un écrivain va le kidnapper, le séquestrer chez elle pour qu'il écrive un roman et qu'elle puisse en fait suivre et contrôler l'écriture de ce nouveau roman. J'ai trouvé que le parallèle était fait de manière très fine, très intelligente et ça poussait le lecteur à réfléchir sur ce qu'on allait lire dans le chapitre suivant. J'ai donc adoré ce roman qui a une psychologie incroyable, qui apprend beaucoup de choses, qui interroge aussi beaucoup de choses en chacun de nous et également en elle-même. J'ai trouvé encore une fois que c'était super bien écrit, je vais pas le répéter, mais la plume de Delphine de Vigan est sans doute une de mes préférées chez les auteurs contemporains. Je trouve qu'elle est forte, je trouve qu'elle est incisive, qu'elle est percutante, mais qu'elle est souple, qu'elle est facile à lire. J'adore cet auteur. En conclusion, ne vous fiez pas aux critiques franchement mauvaises que j'ai pu lire sur les sites, sur les applications de lecture, parce que j'ai passé un très bon moment de lecture et ce livre m'a fait réfléchir. Voilà, c'est donc tout pour mes lectures de la semaine. J'ai entamé à partir du samedi, je crois, le nouveau Joël Dicker, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'image graphique, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres livres, parce que c'était quand même une belle brique de presque 700 pages avec des pages très remplies. Je l'ai fini la semaine suivante, donc je le vous présenterai dans mon prochain update lecture. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.